Le racisme en Amérique. La drogue dans la communauté noire aux États-Unis. Vidéo numéro 6. Nombreux sont ceux qui pensent que les drogues illégales arrivent d'abord dans la communauté noire avant d'aller dans d'autres communautés. Beaucoup pensent également que la communauté noire possède les drogues les plus fortes ou les plus puissantes. De plus, beaucoup pensent que la plupart des drogues illégales entrent aux États-Unis par la frontière américano-mexicaine. Tout cela est faux. C'est la faculté de droit de l'Université de Chicago. Elle coûte 81 000 $ par an, soit un total de 240 000 $. Cette école de droit est classée aussi haut que Harvard, Yale, et toutes les autres écoles de droit du top 5 du pays. C'est l'une des meilleures écoles de droit du pays. C'est ici que les juges fédéraux sont formés, que les personnes qui font les lois sont formées. C'est ici que mon frère a obtenu son diplôme de droit dans les années 80. Maintenant, laissez-moi vous montrer le campus. L'Université de Chicago a des dortoirs pour ses étudiants en droit. Mon frère m'a raconté que pendant la semaine des examens finaux, il y avait tellement de fumée de marijuana ou d'herbe dans les couloirs des dortoirs que l'on pouvait se défoncer par contact. J'ai entendu la même chose d'un de mes amis qui est allé à l'école de droit de Yale. Les présidents Clinton, Bush et Obama ont tous déclaré avoir fumé de l'herbe ou de la marijuana, et ils ont tous fréquenté les meilleures universités du pays. Ainsi, fumer de l'herbe ou de la marijuana était courant dans les meilleures écoles du pays. En fait, je ne connais pas d'université où il n'était pas courant de fumer de l'herbe ou de la marijuana. À cette époque, la marijuana était illégale. Aujourd'hui, aux États-Unis, la marijuana est à la fois légale et illégale. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer comment elle peut être à la fois légale et illégale. Je pense que ce sera la vidéo numéro 21 intitulée Marijuana, pot, fumée, herbe, Mary Jane aux États-Unis. Mon frère m'a dit que les étudiants blancs font venir la marijuana d'États comme l'Alabama et la Louisiane par la poste et par UPS. Donc, pas par la frontière américano-mexicaine. En raison de nos lois, le système postal des États-Unis est probablement le plus grand service de livraison de drogue au monde. Si la drogue entre aux États-Unis depuis un autre pays, la police peut vérifier le colis. Cependant, si le paquet est expédié d'une partie des États-Unis à une autre partie des États-Unis, nos lois font qu'il est très difficile pour la police de vérifier si le paquet contient des drogues. J'avais une amie blanche, et le travail de son père consistait à remplir le coffre de cette voiture de cocaïne, et toutes les 2 semaines, il conduisait cette drogue de la Louisiane au Minnesota. Il a fait cela pendant plus de 20 ans. Lorsqu'il conduisait la drogue, il faisait toujours les mêmes arrêts, mangeait dans les mêmes restaurants et séjournait dans les mêmes hôtels. Ainsi, tout le monde pensait qu'il n'était qu'un voyageur de commerce ordinaire, et la police ne l'a jamais arrêté. De plus, c'était un homme blanc. Dans les années 90, je connaissais un homme qui travaillait pour l'un des plus gros trafiquants de drogue de Chicago. Tout le monde dans le quartier savait qui il était, donc la police devait aussi savoir qui il était. Pourtant, il n'a jamais été arrêté. Sa maison n'a jamais été fouillée. De toute façon, il n'était qu'un distributeur et non l'importateur. L'importateur était un riche homme blanc qui vivait en banlieue. Grâce aux films et à la télévision, les gens du monde entier ont été conditionnés à penser que les Noirs sont des criminels, des trafiquants de drogue, qu'ils portent des armes et qu'ils sont dangereux. Par conséquent, la police recherche des personnes noires ou brunes lorsqu'il s'agit d'avoir de la drogue dans sa voiture. Ainsi, s'il était noir ou brun, il aurait pu être arrêté par la police. Comme la police le voyait toutes les 2 semaines et que l'homme faisait cela depuis plus de 20 ans, la police le connaissait ou savait qu'il existait. Comme il était blanc, il n'a jamais été arrêté par la police. Quand j'étais à l'université, je fumais de l'herbe ou de la marijuana avec certains de mes amis noirs. Il nous a fallu quelques joints avant de nous défoncer. Un jour, à l'université, j'avais fini tous mes examens, et je suis allé dans le couloir pour rendre visite à d'autres étudiants. C'étaient des blancs, et ils venaient de la même ville natale. La ville d'où ils venaient était riche ou aisée. Ils fumaient de l'herbe, et ils m'ont demandé si je voulais un coup.
J'ai dit, bien sûr, oui, pourquoi pas. Comme j'avais l'habitude de fumer de l'herbe avec mes amis noirs, j'ai pensé qu'un coup ne ferait pas grand-chose. Je suis restée assise pendant environ 10 minutes, puis je me suis levée de ma chaise, j'ai marché jusqu'à la porte, et je ne ressentais toujours rien, aucun changement. Je me sentais normal. J'ai ouvert la porte, et je me suis senti normal. Je suis sorti du dortoir et j'ai foncé dans le mur. Je ne pense pas qu'on puisse encore voir la cicatrice, mais je saignais un peu. Je suis resté assis là, le sourire aux lèvres. Les gars sont sortis et ont vérifié que j'allais bien, et ils ont tous rigolé. Après ça, j'ai surtout fumé de l'herbe ou de la marijuana avec les blancs. Ce que j'ai appris, c'est que les drogues qui entrent dans la communauté noire proviennent de la riche communauté blanche. La drogue est coupée et distribuée à la communauté noire par la communauté blanche. Ainsi, la communauté noire reçoit des drogues qui ne sont pas aussi fortes, pas aussi puissantes et pas aussi intenses que celles de la communauté blanche. À l'époque, dans les années 70 et 80, de nombreuses personnes de la communauté noire n'avaient pas de lien avec le Mexique ou l'Amérique du Sud. Les droits civiques ne sont devenus une loi qu'en 1964, l'année de ma naissance, et il a fallu du temps pour que ces lois soient appliquées. Ainsi, il y avait encore des villes dans le sud où il était illégal pour une personne noire de sortir la nuit. Ainsi, dans les années 70, pour de nombreux noirs, il n'était pas facile de voyager. Cependant, les riches blancs que je connaissais partaient en vacances en famille et en week-end à l'université, faisaient du ski dans le Colorado, de la plongée sous-marine dans les Caraïbes et dans bien d'autres endroits. Cela faisait partie de leur mode de vie. C'était ce à quoi ils étaient habitués. Ainsi, ils avaient des relations au Mexique ou en Amérique du Sud. Ces riches blancs se vendaient de la drogue entre eux mais ne vous en vendaient pas s'ils ne vous connaissaient pas. À l'université, je connaissais un blanc qui venait d'une famille très riche. Il a fait des bêtises en première année, si bien que son père a fortement réduit la quantité d'argent qu'il recevait. Il a donc vendu de la cocaïne à ses amis depuis son dortoir pour pouvoir aller à la Nouvelle-Orléans pour Mardi Gras, et en Floride pour le Spring Break. Ainsi, si vous étiez un blanc de classe moyenne ou pauvre, vous deviez vous rendre dans les quartiers noirs pour vous procurer de la drogue dans la rue. La police sait tout cela. Pourtant, la police arrête le pauvre noir qui vend de la drogue dans la rue, et c'est là que l'enquête de la police s'arrête. La police n'arrête jamais et ne mène pas d'enquête pour savoir qui apporte la drogue. Oui, la police effectue de grosses saisies de drogue à la frontière, mais on ne l'entend jamais arrêter ou enquêter sur l'identité du destinataire de la grosse cargaison de drogue, ou sur celle de l'expéditeur. La police arrête le petit gars, le fruit à portée de main. Ce type d'arrestation permet à la police de se faire bien voir du public et de donner l'impression qu'elle fait du bon travail. Dans les années 90, lorsque l'héroïne était un problème dans la communauté noire, nous étions tous des drogués. Maintenant que l'héroïne est un problème dans la communauté blanche, ils ne vont pas en prison pour 5 à 10 ans. Au lieu de cela, elle est maintenant qualifiée d'épidémie, et pour cette raison, ils bénéficient d'échanges de seringues, de centres de traitement de la toxicomanie, de conseils, et bien plus encore. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.